Donc une petite capsule vidéo pour corriger les exercices d'application qui concernaient le grand 2 du chapitre 20, la quantification de la biodiversité, puisqu'il est réellement impossible d'arriver à corriger ces exercices en classe dans le peu de temps qui nous est imparti. Donc le premier exercice portait sur une petite araignée australienne qui est vraiment très très petite puisqu'elle mesure à peu près la taille d'une graine de lentille. Donc ça n'est pas grand chose. Donc cette petite araignée qui fait partie de l'espèce Maratus volans, chez les mâles, on va observer sur l'abdomen des couleurs très vives qui vont lui permettre d'attirer les femelles. Ces couleurs très vives, chez le mâle Maratus volans, on va trouver au milieu de ces couleurs très vives deux taches noires qui ont été appelées bumps. Et ces taches noires, en fait, elles vont agir sur le contraste des couleurs. Donc ce gène bump, il présente deux allèles, l'allèle grand A et l'allèle petit a, qui codent pour des taches bump plus ou moins accentuées. Chez les homozygotes grand A, les taches bump sont bien accentuées et les couleurs sont bien contrastées. Chez les individus hétérozygotes grand A petit a, les taches bump sont moins accentuées et donc les couleurs sont moins contrastées. Et puis pour les individus homozygotes petit a, eh bien les taches bump sont encore moins accentuées et donc les couleurs sont encore moins contrastées. Donc dans le texte, on nous dit que les individus qui ont de belles couleurs attirent les femelles. Donc ces individus qui attirent les femelles par leurs belles couleurs vont donc avoir un avantage sexuel lorsqu'ils sont homozygotes grand A et qu'ils sont bien contrastés. En revanche, ils sont aussi plus visibles pour les prédateurs. Ils vont donc avoir un désavantage en ce qui concerne la prédation. Donc, dans l'exercice, on nous demandait en première question de vérifier que les fréquences alléliques pour le gène bump, c'est-à-dire les fréquences grand A et petit a, ne valident pas un équilibre de Hardy-Weinberg. Pour répondre aux questions, je vous fournissais un fichier Excel que voici. Dans la feuille 1, on nous présentait un graphique qui traduit l'évolution des fréquences des allèles grand A et petit a au cours du temps. On constate tout de suite que la fréquence grand A augmente au cours des générations, alors que la fréquence petit a diminue au cours des générations. Si le gène bump était à l'équilibre de Hardy-Weinberg, les fréquences seraient invariables, puisque l'équilibre de Hardy-Weinberg dit que les fréquences ne varient pas au cours des générations. On aurait deux lignes de fréquences invariables, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on voit tout de suite, on a bien vérifié que les fréquences alléliques ne valident pas un équilibre de Hardy-Weinberg. Donc la question 2 nous demande de montrer qu'une sélection sexuelle est à l'œuvre dans l'exemple de l'araignée pan Maratus volans. Alors si on revient sur ce qu'on a dit précédemment, effectivement, on a dit que les mâles présentaient un avantage sexuel. Autrement dit, il y aurait une sélection sexuelle. Alors on va vérifier ça avec notre fichier Excel. Donc la feuille 2 du fichier nous présente de nouveau l'évolution de la fréquence des allèles grand A et petit a au cours du temps. Mais sur ces fréquences, on applique des valeurs sélectives, donc des valeurs de sélection sexuelle, supérieures à 1 ou inférieures à 1. On nous disait que ce nombre correspond au coefficient de sélection sexuelle. Il correspond à l'avantage appliqué sur l'allèle. Et donc, si le coefficient de sélection sexuelle est supérieur à 1, ça veut dire que l'individu, l'allèle A est avantagé. Donc, si ça marche en pourcent, hein, donc 1,1, ça fait 10% de plus d'augmentation, etc. Et, ou alors, si le coefficient de sélection sexuelle est inférieur à 1, eh bien ça veut dire que l'allèle est désavantagé. Donc pour pouvoir comparer, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher le graphique de la première feuille et je l'ai collé à côté du graphique qui est ici. Et ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que lorsqu'on applique un coefficient, on n'a pas exactement les mêmes valeurs.
Ce qui veut dire que les coefficients qui sont là ne sont pas ceux qui sont réellement appliqués dans la nature. Ce qu'on pouvait commencer par faire, si on était un petit peu curieux, c'est de mettre un partout, de façon à supprimer la sélection sexuelle, ni avantage ni désavantage. Et là, ce qu'on observe, eh bien, c'est que on a un équilibre de Hardy-Weinberg. Puisqu'on n'applique aucune pression de sélection sur la population, les allèles concernant le gène BUMP sont à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Ce qui n'est pas le cas normal, donc on va remettre les chiffres du départ. Donc dans la petite case aide ici, on nous dit en faisant varier les coefficients de sélection sexuelle, rapprochez au maximum votre simulation des résultats obtenus dans la nature. Ce qui veut dire qu'en réalité, ces chiffres-là ne sont pas ceux qui sont réellement dans la nature. Donc on pouvait faire varier, donc on passait à 1,2. On voit que la fréquence augmente, mais là on est largement plus élevé pour la fréquence de l'allèle A que dans la nature. Donc c'est probablement moins grand, mais on pouvait aussi faire varier ici. Donc on se rapproche un peu, mais pas tant que ça. Donc on pouvait augmenter. Alors là, ça augmente trop. Donc est-ce qu'on diminue? Et globalement, on n'arrive jamais à obtenir des valeurs qui se rapprochent. Surtout que j'ai mis un peu beaucoup là. Voilà, on n'arrive jamais vraiment à obtenir des valeurs qui se rapprochent. Donc, de ceci, on peut tirer deux conclusions. La première conclusion, c'est qu'il y a bien une sélection sexuelle, puisque sinon, on aurait un équilibre de Hardy-Weinberg. Et la deuxième conclusion, c'est que sur ces allèles s'applique une autre pression de sélection que la sélection sexuelle, puisque en ne faisant varier que la sélection sexuelle, on n'obtient pas les mêmes résultats que ceux qui sont présents dans la nature. Et on peut revenir sur ce qu'on a dit au départ. Sur notre population d'araignées, s'appliquerait aussi une sélection naturelle de prédation, puisque les individus qui sont bien contrastés et qui attirent les femelles attirent aussi les prédateurs. Donc pour vérifier ça, on va revenir sur notre fichier Excel. Donc j'ai refait la même manip que tout à l'heure, j'ai collé le graphique pour pouvoir comparer. Donc ici apparaît le coefficient de sélection naturelle qui fonctionne sur le même principe. Lorsque ce coefficient est égal à 0, la sélection naturelle qui s'applique est inexistante sur les homozygotes, et puis plus on augmente le coefficient de sélection naturelle, plus les homozygotes sont prédatés. Donc on a les mêmes chiffres ici que tout à l'heure, et donc on pouvait tout de suite constater qu'effectivement, quand une sélection naturelle s'applique, eh bien, on a des fréquences qui sont très différentes de tout à l'heure, puisque donc par rapport à ici, nos fréquences sont très différentes. La fréquence grand A est plus faible que la fréquence petit a et augmente moins. Mais on n'est toujours pas sur les valeurs qui sont dans ce graphique. Donc c'est pareil, il fallait faire varier. Donc moi j'ai pas mal tâtonné, je vous épargne toutes mes recherches. Et pour obtenir les mêmes résultats que dans la nature, il faut une valeur sélective des homozygotes petit a de 0,4, c'est-à-dire que sexuellement, les homozygotes sont vraiment très désavantagés. Et là, vous voyez qu'on retombe quasiment à peu près sur les mêmes chiffres, puisqu'on est presque à 0,7 pour la fréquence grand A, et presque à peine supérieur à 0,3 pour la fréquence petit a. Donc on pouvait donc conclure, revenons à notre araignée, qu'on a bien un désavantage lié à la prédation. Donc dans notre population d'araignées-pans, deux forces évolutives opposées s'appliquent. La sélection naturelle qui favorise les individus homozygotes grand A, et donc la transmission de l'allèle grand A, et la sélection naturelle qui favorise les individus homozygotes petit a, et défavorise les homozygotes grand A, ce qui va diminuer la transmission de l'allèle grand A. Et donc la fréquence de l'allèle grand A au cours des générations, eh bien, c'est une résultante de ces deux forces qui s'appliquent, la sélection sexuelle et la sélection naturelle.
L'exercice 2 était plus particulièrement une application de l'équilibre de Hardy-Weinberg. On s'intéressait à une population de moustiques. Depuis les années 1970, on utilise pour lutter contre les moustiques un insecticide, enfin du moins des insecticides qui sont à base de molécules appelées carbamates. Ces molécules de carbamates vont inhiber chez les moustiques l'activité d'une enzyme qu'on appelle l'acétylcholinestérase. L'acétylcholinestérase est une enzyme qui intervient dans le fonctionnement du système nerveux. Si elle ne peut plus fonctionner, à ce moment-là, le système nerveux dysfonctionne, se bloque et les insectes meurent paralysés. Donc pour ce gène de codant pour l'acétylcholinestérase, il existe deux enzymes, l'allèle R et l'allèle S. On nous dit qu'on suppose que les individus qui portent l'allèle R sont plus résistants aux carbamates que les individus qui portent l'allèle S. Donc dans la population échantillonnée, on nous demande de vérifier que la structure génétique de la population n'est pas conforme aux prédictions du modèle de Hardy-Weinberg pour le gène codant pour l'acétylcholinestérase et ensuite d'expliquer cet écart. Donc on doit tout d'abord se rappeler que l'équilibre de Hardy-Weinberg dit que la fréquence P au carré plus la fréquence Q au carré plus 2PQ, c'est égal à 1. Donc il faut replacer là-dedans nos fréquences de l'allèle R et de l'allèle S, ce qui nous donne cette relation. Et donc il s'agira donc de démontrer que les fréquences que l'on va calculer grâce à cette équation de Hardy-Weinberg ne sont pas égales aux fréquences que l'on va calculer à partir des valeurs réelles observées dans la population. Donc avant toute chose, pour pouvoir calculer les fréquences alléliques, il fallait calculer les fréquences des génotypes. Donc pour le génotype RR, la fréquence elle se calcule ainsi. C'est le nombre d'individus qui ont le génotype RR divisé par le nombre total d'individus échantillonnés dans la population, c'est-à-dire 90 plus 284 plus 70, c'est-à-dire 444. Lorsqu'on fait 90 divisé par 444, on obtient 0,20. La fréquence RS, c'est 284 divisé par 444. Et la fréquence du génotype SS, c'est 70 divisé par 444, pardon. Et on obtient donc fréquence RR 0,2, fréquence du génotype RS 0,64 et fréquence du génotype SS 0,16. À partir de ces fréquences du génotype, on peut calculer les fréquences alléliques. On pouvait le faire de deux façons, soit directement à partir des fréquences du génotype, par cette relation. La fréquence R, c'est la fréquence du génotype RR plus la moitié du génotype RS, puisqu'il n'y a qu'un seul sur les deux allèles qui est égal à R. On obtient 0,52. Et puis, comme on sait que la somme des deux fréquences est égale à 1, pour trouver FS, on fait tout simplement 1 moins FR. On pouvait calculer la fréquence des allèles d'une autre façon, à partir du nombre d'allèles. La fréquence allélique, c'est le nombre total de l'allèle, divisé par le nombre total d'individus et multiplié par 2, puisque chaque individu possède 2 allèles. Par ces calculs, eh bien, on retrouvait les mêmes valeurs que par le calcul précédent, ce qui est assez logique, 0,52 pour la fréquence de l'allèle R et 0,48 pour la fréquence de l'allèle S. Maintenant, calculons nos fréquences par la relation de Hardy-Weinberg. Donc la fréquence génotypique RR, c'est égal à la fréquence FR au carré, si les allèles sont à l'équilibre. Donc FR, c'est 0,52, 0,52 au carré, c'est 0,27. La fréquence du génotype SS, c'est FS au carré, donc 0,48 au carré, c'est égal à 0,23. Comme en théorie, la somme
D3 est égal à 1, on va retrouver la fréquence RS de PQ. On fait 1 moins 0,23 moins 0,27 et on trouve 0,5. Quand on compare avec les fréquences génotypiques les fréquences génotypiques réelles obtenues avec les valeurs du génotype, eh bien on ne retrouve pas ces résultats, puisque pour FR on a 0,2 au lieu de 0,27, pour la fréquence RS on a 0,64 au lieu de 0,50, et pour la fréquence FS on a 0,16 au lieu de 0,23. On a bien démontré que notre population de moustiques, pour le gène codant pour l'acétylcholinestérase, il n'y a pas d'équilibre de Hardy-Weinberg. Comment on l'explique? Eh bien, l'augmentation de la fréquence de l'allèle R dans la population montre que cet allèle R est sélectionné positivement puisqu'il augmente par l'environnement. Quel environnement? Les insecticides. Les individus qui possèdent l'allèle R, au moins 1 sur les 2, résistent mieux aux insecticides. Donc s'ils résistent mieux aux insecticides, ils vont pouvoir se reproduire davantage. S'ils se reproduisent davantage, ils transmettent davantage l'allèle R à leur descendance et la fréquence de cet allèle R augmente. Il y a donc bien une sélection naturelle qui s'exerce sur le gène codant pour la production d'acétylcholinestérase chez notre population de moustiques. Donc voilà, cette capsule vidéo est terminée. Le corrigé de cette activité est fini. Je vous ferai le même type de capsule vidéo pour la correction de l'activité sur la fragmentation des écosystèmes et leurs effets sur l'évolution de la biodiversité.